Pascaline, tu vas prendre Espérance, mais je vais prendre d'abord Alain, le juste. Alain, l'hymne national que nous chantons tous aujourd'hui nous dit ceci: debout Congolais. Nous pouvons dire ensemble qu'aujourd'hui, 63 ans après, les Congolais, nous sommes déjà debout ou nous sommes encore assis? Merci beaucoup, M. Serge. Et surtout, je vous dis d'abord un grand merci de m'avoir associé à ces grands plateaux de réflexion. Et j'aimerais d'abord saluer mon président national, M. Jean-Calvin Bouesso, qui est en train de me suivre au travers de cette belle émission. 63 ans après, est-ce qu'on peut dire que nous sommes debout? Je ne saurais pas au préalable répondre par oui ou non, parce qu'il faudrait d'abord que je puisse agencer certains arguments qui me donneront alors la position de dire si nous sommes debout ou nous ne sommes pas debout. Alors pour mieux aborder la notion de debout congolais ou soit on est des Congolais assis, j'aimerais d'abord l'aborder dans une dimension de l'existence d'un État. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est debout Congolais si au départ on ne sait pas l'existence d'un État est liée en quoi. Parce que je peux vous choquer aujourd'hui qu'avant 1960, c'est-à-dire de 1908 à 1960, la République démocratique du Congo n'était pas un État. Mais avant de 1885 à 1907, avant que la RDC soit cédée à la Belgique, ou donc au roi Léopold II, il était un État. Alors pourquoi je l'ai dit? Parce que sur le plan du droit international et aussi du droit constitutionnel, pour que l'on parle de l'État, il faudrait l'existence de trois éléments. Le premier élément, il faut avoir la population. Le deuxième élément, il faudra avoir les territoires. Et le troisième élément, il faut parler de la souveraineté. Ces trois éléments ne sont pas alternatifs. On dit que ce sont des éléments qui sont cumulatifs. Ce qui veut dire que lorsque l'un de ces éléments fait défaut, on ne peut pas parler de l'existence d'un État. C'est de là même que je fonde mon argumentaire pour dire de 1908 à 1959, vers la veille de 1960, nous n'étions pas un État parce qu'on avait une population, on avait un territoire, mais on manquait ce qu'on appelait la souveraineté. Alors, debout Congolais, il y a une phrase qui m'a toujours amené à une réflexion très lointaine, c'est celle qui consiste à dire: en Afrique, ce sont les États qui ont précédé les nations et non les nations qui ont précédé les États. Nation, si on veut l'apprendre dans sa racine, ça vient du latin nascere, qui voudrait tout simplement dire que le vouloir vivre en commun. Nous les Congolais, nous n'avons pas cet aspect des choses de vivre en commun sur un destin collectif. C'est ce que même M. Michael a parlé. Il a dit non, on ne sait pas comment s'accepter. Et si les gens qui vivent dans une idéologie qui semblerait être commune sur le plan de l'apparence, mais en réalité, ces gens-là ne s'acceptent pas, ça veut dire que c'est déjà un déficit. Et ce déficit ne peut pas nous donner aujourd'hui l'amabilité de dire que nous sommes les debout Congolais. Moi, j'aimerais employer l'expression, peut-être qui me concerne, que nous sommes encore des Congolais qui sont assis. Et aujourd'hui, nous ne sommes même pas assis, nous dormons encore. Parce que celui qui est assis peut commencer à réfléchir comment se tenir debout. Mais nous sommes encore endormis. Donc, la sphère de la République démocratique du Congo, notre beau pays, c'est ce qu'il faudrait au moins parler. Mais j'aimerais aborder aussi un autre aspect, parce que parlant de la nation, il faudrait aussi y mettre les trois éléments, c'est la race, la religion, et aussi parler de la langue. Du point de vue de la race, on n'a pas beaucoup plus touché. Mais du point de vue de la religion, du point de vue de la langue, nous avons beaucoup plus touché. Du point de vue de la race, oui. En République démocratique du Congo, ça ne pose pas de problème. C'est ce que je dis qu'en République démocratique du Congo, les problèmes de la race ne posent pas de problème. C'est pourquoi je dis, j'aimerais exclure d'abord l'aspect de la race, parce que ça ne me concerne pas. Alors, je commence sur le plan linguistique, la langue. Moi, d'ailleurs, qui vous parle aujourd'hui,
je représente une honte pour la République démocratique du Congo. Comment ça? Pourquoi je dis que c'est une honte? Parce que si on me dirait aujourd'hui de tenir un discours dans ma langue, dans l'une des 4 langues nationales, pendant 10 minutes, je ne saurais pas. Et c'est une honte. La faute incombe aux gens qui nous ont colonisés, qui nous ont fait croire que ce que nous on avait n'avait rien d'importance au monde. C'est ce qu'eux nous donnent qui était plus important. Ce sont des gens qui nous ont enterrés. Vous savez que la première des choses pour au moins décoloniser quelqu'un de sa culture, il faudrait d'abord bannir la langue. Ce qui a fait qu'ils nous ont imposé des langues qui sembleraient être meilleures, et chez nous, nous n'avons pas de très bonnes langues. Et d'ailleurs, vous verrez même à l'école primaire, c'est qu'on dit que non, nous enseigne les langues nationales, mais ça ne se fait pas. Nous avons étudié au Congo. D'ailleurs, moi, depuis que j'ai étudié, on ne m'a jamais enseigné de la langue maternelle. Là, vous êtes trop dur. Vous avez étudié en quelle année pour ne pas étudier les langues? J'ai étudié au Congo. J'ai tous mes diplômes au Congo. Et je peux rassurer que je suis licencié en droit. Je dis toutes mes études. Je vous dis et je prends Dieu à témoin. Vous avez étudié dans des écoles canadiennes? Non, j'ai étudié dans des écoles congolaises, dans des écoles catholiques. J'ai fait le collège Saint-Louis. Donc j'ai fait le complexe scolaire de Diabéna 2. Là, je suis dans la province du Kassai central parce que c'est là que moi j'ai étudié. Okay. Donc on ne m'a jamais enseigné dans l'une de mes langues nationales. Il y a eu ce qu'on appelle la destruction d'abord sur le plan linguistique. La façon que l'homme nous a maintenant eu. Deuxième, c'est sur base de l'identité spirituelle. Donc j'ai été choqué autrefois lorsque je lisais la lettre du roi Léopold II qui disait aux Noirs que ce sont les Belges, les Occidentaux qui nous ont appris que Dieu existait. Or, avant qu'eux arrivent, nous on savait que Dieu existait et on les priait dans n'importe quelle identité que Dieu s'était révélé. Et je le disais un jour à Matadi dans une conférence, il dit que si aujourd'hui nous avons un Dieu impuissant, pourquoi? Parce que nous prions un Dieu qui ne s'était pas révélé sous l'identité de nos ancêtres. J'ai passé un peu beaucoup de temps avec mon grand-père qui me disait qu'à l'époque, lorsqu'il grandissait, quelqu'un est malade maintenant même, on en parle et quelqu'un doit avoir la solution, il doit être guéri. Quelqu'un qui devait peut-être chasser au boulot, au même moment que l'on dit demain, va au boulot, on va te prendre, on les prend. Mais aujourd'hui, nous prenons un Dieu historique. Nous prenons un Dieu, on dit non, il va faire à Kosala. Mais en réalité, il ne le fait pas. Vous verrez un jeune, on doit le faire mourir avec l'espérance. Non, il le fera, il le fera, il fera. On est en train de grandir, demain on aura 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et puis on meurt, on va espérer que nous irons au ciel. Voilà, parce que moi aujourd'hui, je condamne l'espérance. Bien que personne ne peut ne peut pas toucher au livre sacré qui est la Bible, parce que j'ai déjà lu dans mon enfance, on disait que non, l'espérance, je ne sais pas, rend la gloire. Il y a une histoire comme ça dans la Bible qu'on dit. Ben, moi, j'attaque l'espérance, pourquoi? Parce que l'espérance rend la personne faible. Parce que vous savez que quand on espère sans agir, c'est ça les défauts. Voilà comment... La Bible n'a pas interdit aux gens d'espérer ou encore d'agir en même temps. J'y arrive. Donc si vous partez dans nos églises aujourd'hui, on vous dirait que Dieu va faire. Dieu va faire. C'est comme si l'homme ne peut rien faire. Mais vous travaillez aussi. Cette destruction-là, sur le plan linguistique et sur le plan de la spiritualité, nous a encore rendu trop faibles aujourd'hui. Alors, pour maintenant entrer dans mon domaine, je ne sais pas si vous me le permettrez, mais M. Serge. Oui, allez-y. Attendez un peu. Voilà. Alors, je voudrais un peu faire quelque chose. Vous savez, quand tu étais en train d'argumenter, j'ai retrouvé Ngangangouza à votre pot. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment vous êtes en train de partir dans le même lignée que Ngangangouza, paix en son âme. C'est vrai que Ngangangouza, c'était un habitué de la RTVA. On l'a reçu à plusieurs reprises ici à la RTVA. Mais ce jour, il allait être avec nous. Souvent, chaque 30 juin, il est avec nous, Ngangangouza. Mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. Il n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Je pense qu'on va quand même essayer de honorer sa mémoire, c'est vrai. Paix à son âme, Ngangangouza.
Vraiment, merci beaucoup. Et au nom de mon parti politique Avenir du Grand Congo, dont le président est Jean-Calvin Bousso, nous rendons un vibrant hommage à M. Ngangouza, qui était l'un des piliers de notre parti politique. Il a combattu les bons combats, mais ce qui nous a beaucoup plus piqué des mal est qu'il n'a pas eu à récolter les combats qu'il en a fait. Mais je pense que nous continuons la course et les combats. Et même là où il est, nous lui souhaitons tout simplement hommage vibrant et paix à son âme. Merci beaucoup. Pascal. On va continuer, mais j'aimerais quand même que Madame Espérance dise quelque chose. Alain a soulevé quelque chose sur le plan spirituel. Vous qui êtes